On va passer directement à la table ronde qui vient clôturer cette journée. Donc il nous reste un peu moins d'une heure, 50 minutes. Et là, donc, on va essayer de prendre un peu de hauteur et de perspective par rapport à tout ce qui vous a été présenté, qui j'espère était quand même suffisamment digeste, même si on a beaucoup enchaîné et qu'on a raccourci le temps de questions. Mais donc là, on va avoir autour de la table différents intervenants qui vont pouvoir apporter des compléments par rapport à ce qui a été présenté et un peu de hauteur de vue. Donc voilà, les personnes qui interviennent à la table ronde sont appelées sur scène. Alors, donc là, autour de cette table, donc pour cette table ronde qui va clôturer un peu la journée, donc la question qu'on voulait aborder, c'est la suivante, elle est assez générale et c'était un peu la question chapeau à l'origine de ce projet. Donc élevage plein air et biosécurité, quelle prise en compte de leurs spécificités dans la réglementation et dans la recherche? C'est un peu les deux pendant qu'on a abordé tout au long de la journée, à la fois la question de la réglementation et la question de la recherche, puisque vous l'avez vu, il y a beaucoup de questions méthodologiques qui se sont posées à nous par rapport à tous les travaux qui ont été menés. Donc pour faire le tour de cette question, on a parmi nous des intervenants et des intervenantes dont une partie était partenaire dans le cadre du projet, mais pas que. Donc deux éleveurs et éleveuses. Donc Mathieu Lopin, qui est éleveur de porc plein air en Isère et qui est membre de la commission porc de la Confédération paysanne et qui a représenté la FADEAR au sein du comité de suivi du projet, donc pour travailler notamment sur la grille d'analyse de risque porc qui a été présentée ce matin. Sylvie Collat à ma gauche, qui a parlé ce matin, donc que vous identifiez certainement bien déjà, donc éleveuse de volailles en plein air dans le Gers, membre de la commission volaille de la Confédération paysanne et ancienne secrétaire nationale de la Confédération paysanne. On a aussi des personnes qui représentent des structures partenaires du projet. Donc Clémence Berne, qui est déjà intervenue au cours des présentations, donc chargée de mission à l'ITABL et membre du comité de suivi du projet. Sandra Carl, qui est chef du bureau de la santé animale à la DGAL. Et Nicolas Rose à ma droite, donc chef d'unité épidémiologie, santé et bien-être et directeur adjoint du laboratoire ANSES de Ploufragan, Plouzané, Niort. J'espère avoir dit au complet. Et enfin, une personne extérieure au projet, à côté de Sylvie, donc Marie Gisclard, qui est géographe chargée de recherche à l'INRAE et qui a travaillé sur les questions sanitaires et de biosécurité notamment, et qui apportera un regard un peu différent et complémentaire par rapport à nos autres intervenants qui ont regardé d'un œil un peu plus près le projet tout au long de son l'élaboration et de son déroulement. Donc pour ouvrir la discussion, on va commencer par tenter de définir ce qu'on entend par spécificité des élevages plein air. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de ces spécificités-là? Donc on a deux éleveurs autour de la table qui vont pouvoir nous éclairer sur cette question-là. Donc Mathieu, je te passe la parole pour commencer sur cette question. Ouais. Et donc moi, je vais vous parler de la spécificité des élevages porcins. On l'a vu, alors ça n'a pas été présenté ce matin, mais on avait essayé au début des travaux du comité technique de dresser des typologies des fermes qui participaient à l'expérimentation. On avait recueilli beaucoup de données sur ces fermes, le nombre de cochons, les surfaces utilisées, quel aliment, combien d'opérateurs qui rentrent dans les parcs, etc. En fait, ça a été complètement impossible de faire des catégories, même en élargissant, en voulant faire plein de catégories. Les pratiques sont tellement diverses et influent tellement sur la gestion sanitaire qu'en fait, ça n'a pas été possible. On a laissé tomber. C'est d'ailleurs ce qui nous a compliqué la tâche derrière quand on a voulu analyser des pratiques alternatives. En fait, les pratiques alternatives, pour les analyser, on l'a vu, il aurait fallu qu'elles reviennent régulièrement. Mais en fait, chaque élevage est différent. Chaque élevage gère le sanitaire à sa façon, en fonction de plein de paramètres. Et donc, du coup, voilà. Quand on parle du plein air, on ne parle pas d'un modèle avec une certaine organisation du travail. On parle de plein de choses différentes. Et c'est pour ça que nous, on est un peu chiffonnés sur cette obligation de moyens qui a été abordée ce matin, parce qu'on nous impose de travailler d'une certaine manière, soi-disant pour prévenir les risques sanitaires, mais en fait,
de façon homogène partout, sur toutes les fermes, dans tous les systèmes, quels qu'ils soient. Mais ça, c'est pas possible. Et je vais essayer d'illustrer ça. Donc, sur les clôtures, par exemple, on nous impose un même modèle. Sur des fermes, dans l'expérimentation, on a eu, par exemple, une ferme qui, je l'ai raconté à certains d'entre vous tout à l'heure à midi, là, utilise des cochons seulement en estive. En fait, ils achètent des porcelets quand ils montent les vaches en altitude, en alpage. Donc, je crois que c'est entre 1300 et 1500 mètres d'altitude. Très peu de sangliers, pas de sangliers, en fait, sur ce territoire-là. Et les cochons valorisent le petit lait des vaches qui sont traits tous les jours, quoi. Alors, évidemment, l'éleveur, pour le bien-être des cochons, il les déplace, enfin, ils sont la nuit en bâtiment, à côté du chalet d'alpage, et puis il sort les lots tous les jours de cochons, avec un simple grillage à moutons, qui ne correspond pas du tout à la réglementation, on est d'accord. Mais est-ce vraiment indispensable d'imposer des normes de clôture à cet éleveur-là ? Aujourd'hui, la DDPP est allée voir cet éleveur et lui a demandé de maintenir ses cochons dans un espace clos correctement, selon les normes en vigueur. Résultat, les cochons aujourd'hui, ils sont sur un tout petit espace annexe au chalet d'alpage là. Et plutôt que de se déplacer tous les jours et manger de l'herbe fraîche tous les jours, etc., on a un lot de cochons qui, pendant 6 mois, pataugent dans la boue et dont l'état sanitaire, évidemment, se dégrade, quoi. Un autre cas, c'est évidemment tous les éleveurs qui utilisent les cochons en rotation. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais beaucoup utilisent ces systèmes où on met les cochons en rotation, on utilise les parcelles qui sont en grande culture, et puis à la fin, après la récolte, on met les cochons pour nettoyer le terrain. D'accord, il me reste déjà 1 minute. Donc bon, vous avez compris que sur les clôtures, c'est très compliqué d'arriver à des règles qui sont les mêmes partout. Pour le zonage, c'est exactement la même chose. Le zonage, il y a des fermes qui sont traversées par la voirie publique. Je vais essayer de ne pas m'éterniser. Le zonage, les clôtures, les histoires de nettoyage, désinfection, tout ça, voilà. La même règle ne peut pas s'appliquer partout sur tous nos élevages. On est tous en plein air, mais on a tous des réalités au quotidien qui sont vraiment diverses. Par contre, ce qui est vrai pour le plein air, c'est qu'on a des atouts en commun. On fait en sorte que nos cochons, on a souvent des cochons avec un chargement très bas, donc peu de cochons sur des surfaces importantes. C'est la base de notre métier. Pourquoi ? Parce que si on met sur des petites surfaces en plein air, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait des bourbiers très vite, et du coup les conditions sanitaires se dégradent très vite. Donc on mise beaucoup sur un faible chargement. Sauf qu'avec la réglementation actuelle, moins le chargement est important, plus il y a d'investissement, plus la longueur des clôtures est importante, donc plus il y a des coûts d'entretien, d'investissement déjà pour mettre en place les clôtures, et plus les charges d'entretien augmentent, quoi. Donc là, pour nous, il y a un souci. Ensuite, il y a un autre atout qu'on partage souvent en plein air, c'est qu'on valorise nos porcs en vente directe. Donc souvent, on a très peu d'échanges avec les autres élevages. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, on en a, mais en général, les éleveurs sont sensibilisés à ces risques-là. Et la limitation de ces flux, forcément, c'est un vrai atout pour gérer les risques sanitaires. Et ça, il faut que ça soit pris en compte. C'est pas normal qu'on stigmatise nos élevages en disant c'est vous le risque du plein air. Non, c'est pas vrai. Nous, on est une impasse pour la PPA, le virus. Le jour où il arrive chez nous, notre élevage y passe peut-être, je sais pas, on va voir, j'imagine. Mais derrière, c'est pas nous qui mettons en danger la filière, comme ça a été dit tout à l'heure, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, on nous reproche aussi beaucoup, parce que dans nos fermes en plein air, c'est souvent une agriculture, un élevage paysan. Et qui dit élevage paysan dit en général coexistence de différentes espèces. Il y a différentes espèces d'animaux qui sont élevés sur les mêmes fermes et qui cohabitent de très près. Et ça, on nous met en avant tout le temps que c'est un risque important et qu'on met en danger les filières. Mais là, encore une fois, il me semble que la science aujourd'hui dit des choses là-dessus, avec le concept de One Health, où la biodiversité, où en fait tous les chercheurs, là on parle de plein de disciplines scientifiques différentes,
Les chercheurs aujourd'hui sont unanimes pour dire que plus le système est diversifié, moins les populations sont concentrées. Enfin, cette approche du silo, en fait, de vouloir mettre les espèces séparées les unes des autres, etc., c'était vrai un temps, peut-être, en l'état des connaissances, mais aujourd'hui les connaissances évoluent et on ne peut plus considérer que c'est une condition sine qua non pour limiter les risques sanitaires, quoi. Donc nous, on a vraiment besoin que ces atouts soient pris en compte, parce qu'encore une fois, on ne pourra pas appliquer la réglementation telle qu'elle est partout. Et voilà, j'en finis. Merci beaucoup. Sylvie, je te laisse peut-être compléter sur la partie volaille pour apporter des éléments sur cette question de la spécificité des élevages plein air, avec peut-être voilà, le côté volaille pour compléter. Oui, voilà, justement, et pour rebondir et essayer d'aller aussi vite que Mathieu, ben, c'est évident que l'élevage de volailles, c'est aussi une grande diversité. Alors, on a déjà la diversité de l'espèce, parce qu'on nous met sous la réglementation volaille du canard, de la poule pondeuse, du poulet de chair, de la caille, de la pintade. Et déjà là, on a des pratiques qui sont forcément très différentes. Et pour prendre ne serait-ce que l'exemple du canard gras pour vous montrer. Voilà, c'est un produit du sud-ouest qui, normalement, dans la tradition d'un élevage plein air artisanal, indépendant, eh bien, ce canard, il arrive à un jour, il est élevé, il est gavé sur place et il est transformé dans la conserverie de l'élevage ou de l'atelier collectif de proximité et il est mis en vente directe avec un bon foie gras, un bon magret, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et effectivement, dans la volaille, voilà, ce que l'on retrouve de point commun, c'est bien notre notion de plein air, et ce aussi qui souvent fait aussi une grande, mais qui est aussi un point commun, c'est le fait que nous, quand on produit nos animaux, nos notions de ratio de rentabilité font que nous, on est plutôt sur une qualité, un prix, plutôt que sur un volume. Et donc, ça donne aussi dans nos pratiques, ce qui n'a pas été du tout abordé ou très peu au travers, par exemple, du vide sanitaire, c'est du temps pour faire de la qualité. Il faut du temps pour faire de la qualité. Il faut du temps d'élevage. Il faut du temps de vide sanitaire. Il faut du temps pour accompagner nos animaux. Il faut du temps pour les charger, pour les manipuler. Il faut du temps pour aussi les nourrir, parce que quand ils sont dans des cabanes mobiles, eh bien, on passe du temps d'aller d'une cabane à l'autre. Moi, j'ai toujours rempli au seau mes gamelles, hein, donc finalement, je calculais, ça faisait presque un palox d'aliments que je distribuais, donc 300-400 kilos matin que je remplissais mes trémies à la main, parce que chaque cabane était indépendante, n'avait pas effectivement de système d'alimentation automatique, vu que c'était des bâtiments mobiles et pas de mécanisation de la distribution d'aliments. Donc tout ça veut dire du temps. Et de ce temps, on en tire aussi cette qualité et qui n'a pas été pris en cause sur la qualité sanitaire. C'est-à-dire ce temps va faire qu'on a le temps du vide sanitaire. Ce temps de la qualité va faire qu'on a du temps pour produire, que donc on aura une ration alimentaire qui sera plus adaptée et qui sera moins violente sur la production de masse corporelle de l'animal et qui va donc lui donner plus de qualité, mais aussi plus de résistance. Il n'est pas poussé, c'est pas un coureur de fond, au contraire. C'est pas un coureur de sprint, c'est un coureur de fond. Donc on va mettre plus de temps à l'élever, on va moins le bousculer. Et tout ça va aussi accompagner, et on va donc être aussi, pour moins le bousculer, être moins dans la densité du nombre d'animaux produits, parce que justement ce temps nous limite aussi sur les volumes, parce qu'il faut plus de temps pour faire le même nombre d'animaux. Donc tout ça fait un ratio qui fait qu'on va avoir non seulement la qualité du produit final, mais aussi la qualité sanitaire. Parce que l'animal va être au plus près de sa façon d'être élevé comme il l'aurait été dans son environnement naturel. Et l'exemple, c'est vraiment le canard. Le canard, la claustration du canard, cet animal qui a une doudoune sur le dos, qu'on remplit dans des bâtiments à 14 canards au mètre carré, et qu'on a obligé aux éleveurs de les enfermer comme ça, mais ça a été un tremblement de terre pour les éleveurs. Et je rejoins le Sinalaf, ça a été un choc terrible pour nous sur nos labels plein air, voilà, notamment sur le canard gras. C'était inimaginable, parce que l'espèce qui s'était le mieux adaptée à la claustration, c'était la poule pondeuse, c'est la plus domestique.
mais l'espèce la plus sauvage, c'est la pintade en claustration. Vous voyez ce que ça donne, quoi. Donc tout ça a amené effectivement le fait que, globalement, nous, on est tous sur ce temps de la qualité, et donc ce temps de l'observation, ce temps de présence dans nos animaux, parce qu'effectivement, on est présent, donc on voit bien aussi leur évolution, on voit bien aussi l'évolution, les risques, on a le temps de les observer, on voit bien le traumatisme qu'il peut y avoir, c'est peut-être pas le moment, effectivement. Il fait chaud, il faut qu'on se lève plus tôt pour ouvrir plus tôt la cabane, parce qu'on ferme pour les prédateurs quand même. Voilà, on voit, on se dit, tiens, ils ont un peu de retard, on va continuer sur l'alimentation des marages, parce qu'on est dans cette observation, parce qu'on est effectivement au plus près des animaux. Et c'est ça que je voulais dire dans le message, parce que pour le reste, on a dit beaucoup, et c'est ce qui fait qu'on peut parler. Il y a l'élevage standard, et nous, il y a l'élevage de la biodiversité, de la diversité. Et le standard, c'est la réglementation standard. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment besoin d'une réglementation adaptée à autant de fermes, autant de situations, et d'autant plus qu'on est souvent multi-espèces au sein de l'espèce globale volaille, mais aussi des fois d'autres espèces sur nos fermes. Merci. Oui, merci beaucoup Sylvie. Désolée pour le timing. Donc là, on a eu 2 témoignages d'éleveurs qui nous donnent un peu plus de matière aussi sur qu'est-ce qu'on entend par cette question de la spécificité des élevages plein air, avec la question de la qualité, du temps long, etc. Et pour compléter ça, est-ce que Clémence, côté ITAB, tu peux nous apporter des compléments sur les défis en matière de développement, de recherche, que cette spécificité pose, des choses qu'on a vues tout au long des présentations, mais qui méritent qu'on revienne dessus, j'imagine. Oui, merci. Je ne vais pas trop revenir sur la question de l'hétérogénéité des systèmes, parce que donc, là, l'idée de cette présentation, de cette première partie, c'était de pouvoir justement personnifier aussi cette hétérogénéité des systèmes et parler ensuite des défis de la R&D. Alors, juste pour dire que donc, moi, je travaille à l'Institut technique de l'agriculture biologique, et qu'en bio, cette hétérogénéité des systèmes, elle est aussi très particulièrement importante. Enfin, on parlait des petits systèmes, on a, je sais pas, 50% des fermes avec un atelier agresseur de porcs qui élève moins de 30 porcs par an. On a 50% des fermes en bio, avec un atelier poule pondeuse bio qui possède moins de 150 poules pondeuses. Donc on est sur des fermes avec des petits ateliers, des fermes diversifiées où on en a parlé. Il y a une diversité d'ateliers, d'élevage, d'ateliers de grande culture, d'ateliers de culture spécialisée. On a aussi beaucoup d'élevages en circuit court. On a 50% des élevages de porcs bio qui sont en circuit court, qui ne représentent que 10% ou 15% de la production, mais c'est quand même 50% d'élevage. Donc pour dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup en productivité, mais c'est beaucoup de personnes. Et donc cette hétérogénéité, elle couvre un grand nombre de fermes. En tout cas en bio, c'est particulièrement vrai et prégnant. Donc voilà, là on parle d'élevage en plein air. Les élevages en plein air, ils sont donc par définition très en lien avec leur environnement, et cet environnement, il impacte leurs pratiques, leurs conditions d'élevage, leurs résultats. On n'a pas de standardisation des petits élevages plein air, c'est ce qu'a essayé de souligner aussi Mathieu. Pas de typologie, difficile de parler de pratiques alternatives type. On l'a vu par exemple sur le cas des clôtures de biosécurité en porc. Voilà, donc on a peu de données, on a du mal à en créer, on a du mal à parler de références parce qu'on a justement beaucoup de choses qui se font sur des fermes et qui sont difficiles à généraliser. Pourtant, on a une demande qui est très forte de la part des éleveurs de caractériser ces systèmes, de pouvoir mettre en avant des systèmes alternatifs, des données spécifiques. On a souvent des demandes aussi sur des données techniques. Enfin, moi, je travaille pas que sur la biosécurité, des demandes sur l'alimentation, sur l'autonomie alimentaire. Enfin voilà, mais pour ces petits élevages-là, plein air, biologiques, en l'occurrence. Mais donc, comment est-ce qu'en fait on fait pour passer de pratiques alternatives individuelles à des pratiques généralisables, reproductives, en prenant en compte du coup toute cette hétérogénéité? Et c'est là un réel défi en fait en matière de recherche et développement. Alors, donc je disais, ça c'est une question globale sur la R&D en élevage pour plein de thématiques différentes. Mais donc pour recentrer sur ce projet, en fait moi ce qui m'a interrogée, c'est par exemple la question de l'efficacité. On nous demande de prouver l'efficacité de mesures alternatives. Si on prend par exemple l'exemple du nettoyage et de la désinfection, donc avec la présentation qu'on a fait sur les flores barrières, les flores des bâtiments, on a donc des éleveurs qui nous partagent leur vision. La flore présente dans mes bâtiments est tellement diversifiée qu'elle empêche la multiplication de bactéries pathogènes.
On a donc des personnes qui ne veulent pas désinfecter pour ne pas détruire cette flore. Ça c'est bien revenu aussi dans les questions. Et donc nous, on s'est intéressé à caractériser ces flores dans les cabanes, dans les bâtiments, et on observe quoi? On observe qu'on a une très grande différence, on a une grande diversité d'espèces de genres bactériens. Donc on a une flore qui est abondante et diverse. Et donc si on voulait tester l'efficacité finalement de cette non-désinfection, en théorie, il faudrait soit reproduire cette flore en conditions expérimentales, donc avec, la reproduire, on ne sait pas trop comment, en boîte de pétri ou dans des bâtiments, et pouvoir introduire un pathogène et voir comment la flore se comporte. Ça, dans la pratique, c'est quand même difficile parce qu'on l'a vu, on a des flores qui sont très différentes, puis reproduire un bâtiment en boîte de pétri, c'est quand même pas forcément hyper facile. Mais donc, du coup, c'est un peu caricatural, mais l'idée est là. Et sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est introduire un pathogène dans un élevage, donc, et voir comment ça réagit. Sauf qu'on va pas introduire une bactérie pathogène dans un élevage commercial, ce n'est pas possible. Donc finalement, et puis en plus, même si on faisait ça, on l'a vu, les flores dans les bâtiments, elles sont très différentes. D'un bâtiment A à un bâtiment B, on n'a pas la même flore. Donc si on concluait que, en effet, la salmonelle, par exemple, ne se développe pas dans ce bâtiment A, on ne pourrait pas vraiment généraliser et dire ce sera pareil dans tous les élevages plein air. Donc là, en fait, on fait quand même face à une impasse, c'est-à-dire que on ne peut pas tester une efficacité de la pratique avec les méthodes de recherche qu'on a imaginées, donc les méthodes classiquement, j'ai l'impression, classiquement utilisées. Donc comment est-ce qu'on fait? Moi, ça me pose la question de reconcevoir aussi les méthodes et les approches, d'accepter aussi de pas forcément prouver une efficacité telle qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on teste l'efficacité avec des analyses factorielles, avec ces introductions, etc., mais peut-être de travailler plus à l'échelle systémique et à l'échelle du temps. Enfin, moi, je me pose la question de suivre en fait de nombreuses cabanes dans le temps, de ne pas forcément introduire, mais de voir si on a des problèmes cliniques qui s'installent ou pas. Et donc ça nécessite des moyens forcément pour pouvoir déployer des suivis, en fait, de pas forcément avoir une intervention systématique comme là c'est prévu, mais de pouvoir adapter au cas par cas. Et donc ça va aussi en lien avec l'analyse de risque, tout ce qu'on a travaillé à ce sujet-là. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si l'approche systémique, c'est vraiment la bonne approche qu'il faudrait. J'ai pas la solution à cette problématique. Je sais que c'est un vrai problème et c'est, comme je l'ai dit, c'est un vrai défi pour la recherche. En tout cas, moi, ça me questionne sur les méthodes qu'on a mises en place et sur l'avenir, en fait, de la recherche sur ces petits élevages plein air avec toute cette hétérogénéité-là. Et en tout cas, nous, moi, à l'ITAB et dans notre équipe, c'est ce qu'on essaye de travailler, cette approche systémique. Et je ne sais pas si elle permettra de répondre à ces questions, mais je pense que ça reste une piste à déployer pour la suite. Merci beaucoup, Clémence. On passe à la seconde séquence de cette table ronde où on va essayer d'approfondir la question de la production de connaissances autour de la biosécurité et comment est-ce que cette production de connaissances s'articule avec ce qu'on pourrait appeler la fabrique de la réglementation. Et pour commencer, peut-être avec une présentation aussi un peu explicative, je me tourne vers l'ANSES pour poser la question de comment est-ce que fonctionne, j'allais dire classiquement, pour reprendre le terme qui a été utilisé par Clémence, comment fonctionne classiquement, entre guillemets, la recherche en biosécurité et notamment comment est-ce que l'ANSES travaille pour produire cette connaissance mobilisable derrière à l'élaboration des politiques sanitaires et notamment de biosécurité. Merci. D'abord en introduction, je dois dire, donc je me fais un peu le porte-parole sur les aspects recherche et production de connaissances dans ce domaine-là, mais il faut, et on l'a vu d'ailleurs au travers de cette journée, c'est vraiment une recherche collaborative, la recherche sur la biosécurité. Donc on y travaille à l'ANSES bien sûr, mais c'est un travail avec les instituts techniques, c'est un travail avec INRAE. INRAE est très investi aussi sur ces questions-là, et puis les écoles vétérinaires. Enfin voilà, donc c'est tout le monde de la recherche qui contribue à ces questions là en conduisant des travaux de recherche appliquée, c'est de la recherche appliquée sur les mesures de biosécurité. Alors pour donner un peu le panorama de ce qui se fait dans ce domaine, je dirais qu'il y a un peu trois grands types d'études que l'on peut faire, trois grands types d'approches qui sont complémentaires. Le premier type, c'est des enquêtes plutôt de type observationnel, épidémiologique, que l'on fait en conditions réelles, où l'on va sur un échantillon. Alors il faut, le problème de ces approches-là, c'est qu'il faut du nombre pour pouvoir conclure. Donc sur des échantillons suffisamment conséquents,
environnement, avec des objectifs qui sont souvent soit descriptifs, c'est-à-dire qu'on va décrire ce qui est fait dans ces élevages. C'est aussi ces études-là qui permettent d'évaluer et de mettre au point des grilles d'évaluation telles que ça a pu être fait dans le cadre du projet, ou des objectifs analytiques, c'est-à-dire d'évaluer dans ce contexte réel observationnel le lien qui peut exister entre la mise en place de certaines mesures et la probabilité d'occurrence de certains phénomènes sanitaires. Voilà, donc ça c'est un peu le premier grand type d'études. Le second type que l'on peut mettre en place, ce sont des études beaucoup plus interventionnelles, c'est-à-dire que l'on va volontairement modifier les choses. Ça peut être sur le terrain, dans des élevages, donc on fait de l'expérimentation, on va dire, in situ, et donc c'est ce qu'on appelle des études d'intervention, où là, on va proposer des plans d'intervention dans certains élevages en fonction de leur situation initiale, pour évaluer l'impact de ces interventions sur des critères précis. Alors, ces études-là, elles nécessitent qu'il y ait des contrôles, des témoins. Donc, soit on a des approches avec des témoins contemporains, donc des élevages dans lesquels il y a intervention, d'autres où il n'y en a pas, soit les élevages dans lesquels on met les interventions constituent leurs propres témoins avec des dispositifs, soit avant, après, ou des intégrations aussi des élevages de manière décalée, ce qui fait que chaque élevage peut à un moment donné constituer le témoin d'autres élevages dans le panel. Voilà, donc ces études d'intervention, elles sont assez lourdes à mener, mais elles sont très informatives sur les aspects efficacité et objectivation de l'impact de ce qu'on met en place, si tant est qu'on ait des critères objectifs d'évaluation derrière, ça peut être une association de critères, performance zootechnique, niveau de production, indicateurs sanitaires précis et ou utilisation de médicaments, par exemple, ça a été aussi utilisé dans ce type d'études. Et enfin, je terminerai le dernier type d'étude, mais qui est vraiment complémentaire des autres, c'est tout ce qui est approche sociologique sur ces aspects-là, ce qui est vraiment fondamental et qui va permettre d'évaluer quels sont les freins, les difficultés, mais aussi quels sont les leviers qu'on peut mettre en œuvre. Cette fois, ça fait appel aux sciences humaines pour mettre en place ces mesures de biosécurité dans les élevages et adapter à leur contexte. Et je citerai par exemple une étude qui a été faite en collaboration avec des instituts techniques qui s'appelle Partage, qui a consisté notamment à mettre des groupes d'éleveurs ensemble. Donc c'est des études participatives et à co-construire les mesures de biosécurité en fonction de leur situation ensemble et de suivre l'impact de la mise en place et de cette construction dans le temps. Voilà, et on n'est plus sur une approche qui est très prescriptive, mais on est sur de la co-construction ensemble pour essayer d'avancer collectivement et de mettre en place des solutions qui sont adaptées aussi aux situations. Donc voilà un peu le panorama de ce qui peut être mis en place en termes de production de connaissances, avec ce qui est crucial, c'est qu'à un moment donné, et c'est peut-être dans certains travaux qui ont pu être faits là, bon après voilà, ça mérite d'être prolongé dans le temps, ce qui peut manquer, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir des descripteurs précis et objectifs du niveau d'exposition pour pouvoir conclure en termes d'efficacité. Parce que si on en reste au stade descriptif, on ne peut pas conclure sur le fait qu'il y a eu exposition et donc il y a un effet de cette mesure en question ou de cet ensemble de mesures, alors qu'il n'y a pas eu du tout d'exposition dans le temps. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Et peut-être pour compléter sur la seconde partie de la question, là, ça s'adresse plutôt à la DGL. Quelle articulation est-ce qu'il peut y avoir du côté de l'administration entre ces connaissances, ces études qui produisent des résultats, notamment qui sont coordonnés par l'ANSES, et la conception derrière la réglementation de biosécurité? Quelles étapes il peut y avoir? Comment est-ce que cette connaissance elle est mobilisée par l'administration aussi?
Oui, merci. Donc effectivement, Nicolas a bien expliqué les programmes de recherche qui sont mis en place. Donc la réglementation, au début, elle est basée, en fait, c'est une réglementation européenne, la LSA qui est basée sur des rapports de l'EFSA au niveau européen. Et puis effectivement, après, en France, on a des programmes de recherche qui sont faits par l'ANSES et par le NVT, qui sont financés par le ministère de l'Agriculture, qui permettent d'aller plus loin et d'essayer de voir effectivement comment on peut adapter cette réglementation aux spécificités de nos élevages existants sur la France. Et donc, suite à ces programmes de recherche, on peut soit utiliser ces programmes de recherche, j'allais dire les conclusions de ces programmes de recherche tels que, et modifier la réglementation en conséquence en prenant des arrêtés français qui vont un peu au-delà ou en deçà de la réglementation européenne, ou alors on peut effectivement, si on a beaucoup de programmes de recherche, on peut faire une saisine de l'ANSES sur une thématique précise quand on veut faire bouger un point précis de la réglementation. On fait une saisine de l'ANSES qui, elle, va faire une étude approfondie de tout ce qui a déjà été fait. En fait, elle ne refait pas forcément de la recherche sur cette thématique-là, mais elle prend tout ce qui a été fait au niveau français, que ce soit au niveau de l'ANSES, en recherche fondamentale, que ce soit au sein des écoles vétérinaires qui travaillent avec nous, ou l'INRAE, effectivement, tous les organismes de recherche qui travaillent avec nous. Et on fait des saisines sur des thématiques particulières et on finit par... et on a un avis de l'ANSES qui nous propose des pistes de modification d'arrêtés ministériels et de décisions à prendre. Donc ça, c'est un peu cette manière-là dont on se sert de la recherche pour pouvoir faire bouger les lignes au sein franco-français de la réglementation en biosécurité. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est assez simple. Merci beaucoup. Et ces deux interventions, elles peuvent être complétées peut-être par un regard aussi un peu plus extérieur que peut peut-être nous amener Marie Gisclard, donc, qui, comme je l'ai présenté en introduction, est géographe à INRAE. Et la question qui peut faire suite aux deux interventions qu'on a eues là, c'est d'un point de vue peut-être aussi un peu plus extérieur, est-ce qu'on a des exemples qui peuvent illustrer cette articulation qui peut être faite entre la production de connaissances à un moment donné, derrière l'élaboration d'une réglementation, et comment est-ce que des fois ça peut être le fruit aussi d'un compromis négocié avec différentes parties prenantes, et notamment les éleveurs ou une partie de la profession. Et c'est sur ce type d'exemple-là qu'on aimerait vous entendre. Oui, alors pour démarrer, oui, je rappelle que je suis géographe, qui est une discipline qui n'est pas trop courante quand on aborde la question de la santé animale. Mais comme le disait Sylvie Collas ce matin, les élevages, ils ont aussi une histoire et puis une géographie dont les connaissances qui en sont issues ne sont pas toujours prises en compte dans la réglementation. Donc moi, je m'intéresse à la biosécurité à travers la façon dont les éleveurs font face à des injonctions qui peuvent paraître contradictoires entre des normatives, des normes d'action publique qui arrivent d'en haut et puis la réalité de leurs élevages et les enjeux qui sont les leurs. Donc moi je travaille avec des collègues d'autres disciplines, des épidémiologistes, des zootechniciens, des chercheurs en sciences de gestion, et on a besoin de cette diversité de compréhension pour travailler la complexité des élevages. Donc moi je voulais revenir effectivement sur une expérience de recherche-action que j'ai vécue quand j'étais en Corse, où il y a eu un travail de co-construction d'une biosécurité qu'on a dit adaptée au libre parcours corse. Alors je sais que vous allez dire que c'est très spécifique, du fait notamment du caractère insulaire de ces élevages, mais je crois qu'on peut en tirer des enseignements qui peuvent être intéressants, d'autant plus que depuis ce matin j'entends qu'on parle de spécificité des élevages, et ce que je comprends c'est qu'en fait parmi tous les élevages plein air, il y a des diversités, il y a de l'hétérogénéité, il y a des spécificités. Toutes les régions sont spécifiques les unes par rapport aux autres, donc je pense que la Corse peut aussi apporter des choses intéressantes. Donc en 2018, quand il y a l'arrêté ministériel dit de biosécurité qui s'impose, et son instruction technique qui s'impose à tous les élevages français, notamment en Corse,
forcément, là où les élevages plein air sont majoritaires, tous les éleveurs corses, il y a une levée de bouclier, effectivement, ils se sont opposés à cette normative en disant que la biosécurité et les doubles clôtures, c'était quelque chose d'inacceptable pour eux parce que c'était infaisable, à la fois du fait du relief montagneux dans lequel se trouvent les élevages, mais aussi parce qu'ils sont très attachés à un libre parcours, qui sont des espaces non clôturés, sur lesquels les animaux trouvent une partie de leur alimentation et qui ont un cahier des charges à AOP qui est lié à l'existence de ce libre parcours. Donc là, tous les acteurs locaux se retrouvent face à une situation de blocage et ce qui s'est mis en place, en fait, c'est un comité technique qui a été porté par le GDS, auquel a participé le GTV, les chercheurs de différentes disciplines d'INRAE, les chambres d'agriculture, mais aussi les fédérations de chasse, parce qu'il y avait une vraie problématique faune sauvage. Et donc tous ces acteurs se sont mis autour de la table et ils ont planché pendant au moins une année sur un plan global en fait, de préparation du territoire corse à l'arrivée des dangers sanitaires, dont la PPA. Et au cœur de cette préparation globale, il y a donc une biosécurité alternative. Et ce qui est prévu dans cette biosécurité alternative, c'est que seuls les reproducteurs seront derrière des doubles clôtures, qu'il fallait faire reconnaître une nouvelle zone qui serait le libre parcours, sur lequel les animaux pourraient trouver une partie de leur alimentation, mais à condition que les femelles soient toutes stérilisées, puisqu'en fait, le risque qui avait été identifié, c'était vraiment un risque d'interaction sexuelle avec les sangliers. Et donc, il y avait une alternative basée sur une approche zootechnique, qui était donc de stériliser les femelles, et de prévoir aussi une zone avec une double clôture sur ce parcours, en cas d'arrivée d'un pépin sanitaire. Donc en plus de cette approche zootechnique, il y avait aussi une approche progressive qui était de dire il y a aussi une hétérogénéité au sein des élevages corses, tout le monde n'est pas au même niveau et on ne va pas obliger tout le monde à se mettre aux normes, tout le monde en même temps. Donc il fallait travailler de manière progressive pour laisser personne sur le côté. Donc cette approche, elle a été d'abord proposée aux éleveurs, elle a été négociée dans un premier temps avec eux, ça a été accepté par les éleveurs, ça a ensuite été proposé aux services de l'État en région, qui ont trouvé que c'était une approche convaincante, et qui l'ont eux-mêmes porté au niveau national auprès de la DGAL. Donc il y a eu un double processus de négociation jusqu'à l'acceptation de cette norme, cette alternative biosécurité. Donc ce que moi j'en retiens et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que l'acceptabilité dont on parle beaucoup, elle ne doit pas s'imposer par en haut, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elle se construise par le bas, en s'appuyant notamment sur une expertise locale qui vient de différents acteurs, et pas seulement des éleveurs, et qui prennent en compte aussi l'hétérogénéité au sein d'un territoire, des élevages au sein d'un territoire. Alors cette acceptabilité, elle doit se construire par le bas, mais ça doit aussi être l'objet d'un compromis, avec toute une construction collective qui doit amener à une acceptabilité. Et c'est là où on voit que ce qui est acceptable chez les éleveurs corses ne le sera peut-être pas sur le continent. Je pense à la stérilisation, par exemple, des femelles. Et donc, il faut que cette question du compromis, elle se construise à cette échelle territoriale. Et puis ce qu'on a retenu aussi de cette expérience, c'est le rôle des acteurs intermédiaires. Ce qui a été important, c'est le rôle de ce comité technique qui a permis aux éleveurs de ne pas être tout seuls à négocier une adaptation des normes. Voilà. Juste, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Ouais. Pas trop. 1 minute. Bon, non, mais pour terminer, en fait, ce que nous a enseigné aussi cette expérience, c'est que ça nous semble difficile de déclarer qu'il y aurait une seule biosécurité de plein air. On pense qu'il y a vraiment des compromis à construire en fonction des risques propres à certains territoires, à la densité des élevages. Alors ça, je pense aux élevages de volailles notamment. Il y a des risques à prendre en compte aussi en fonction de la densité des élevages. Et que donc tout ça, et que l'approche territoriale qu'on a proposée peut être un moyen de penser cette diversité, cette hétérogénéité. Et puis, pour finir, juste une réflexion que je me suis faite, c'est que peut-être il faudrait arrêter de parler de spécificité des élevages plein air, parce que je crois que les élevages conventionnels, ils sont aussi spécifiques à leur manière.
Il faut juste continuer à travailler, à renseigner cette diversité et ces alternatives qui sont proposées et à mieux aussi caractériser les facteurs de risque propres aux élevages plein air. Et c'est un peu ce que j'ai entendu ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Sur les 10 dernières minutes qui nous restent, je vous propose de tenter de répondre à la question, j'allais dire que tout le monde se pose sans vouloir donner un suspense incroyable, mais qui était la question quand même globalement, qui était celle qui était posée à la FADEAR au moment de la construction de ce projet, qui était comment est-ce qu'on pourrait concrètement prendre en compte les spécificités des élevages plein air dans la conception et la mise en application de la réglementation. Peut-être pour remettre en contexte, on avait dans la convention cadre qui unissait tous les partenaires de ce projet du comité de pilotage, l'idée que les résultats du projet devaient donner lieu à d'éventuelles évolutions réglementaires. Donc il y avait vraiment, à travers tout ce travail qui vous a été présenté aujourd'hui et tout au long de la journée, cette question d'une fenêtre à l'horizon qui serait voilà, des propositions d'évolution réglementaire. Voilà, donc là, on a repassé en revue cette question de la spécificité des élevages plein air, les questions que ça pose en termes de recherche, ça a été notamment développé par Clémence, ça revenait aussi voilà, sur toutes les difficultés qu'on a eues en termes de, voilà, de méthodologie pour répondre à un certain nombre de questions auxquelles on avait envie d'apporter des réponses, mais on a eu un certain nombre de défis méthodologiques. On a vu aussi cette question de voilà, comment est-ce que ça s'articule, la réglementation, avec la production de connaissances qui peut être faite par des organismes comme l'ANSES, comment est-ce que des fois tout ça peut être aussi le fruit d'un compromis à l'échelle locale. Et là, on arrive voilà, à la question de, à partir de ce qu'on a produit dans le cadre de ce projet, à court moyen terme, comment est-ce que voilà, on pourrait entrevoir des évolutions de la réglementation qui puissent être favorables aux élevages de porcs et de volailles plein air, parce que c'est le sujet du jour. Et du coup, je repasse la parole à Sylvie Collat pour la Confédération paysanne, pour peut-être redonner un peu les attentes qui peuvent être celles de la Confédération paysanne par rapport à cette question d'une réglementation adaptée aux élevages plein air, puisque c'était la revendication initiale qui a donné lieu à la naissance de ce projet notamment. Oui, et l'actualité est terrible, parce qu'on est à nouveau quand même dans une période de crise sanitaire. On n'est plus en période de paix, là, au niveau de la volaille non plus. Et on voit à nouveau toute l'angoisse de toute notre profession, des éleveurs de volailles qui nous disent, ça y est, on nous demande encore de mettre nos volailles sur des parcours réduits, des filets pour les oiseaux. On voit à nouveau des zones réglementées qui risquent à apparaître compte tenu des foyers, d'avoir à nouveau l'inquiétude de se trouver dans des zones où peut-être on va imposer des abattages. On ne sait pas jusqu'où iront les réglementations là actuellement, mais c'est une vraie inquiétude immédiate. Et pour autant, on pense qu'avec le travail qui a été fait, maintenant, tout le monde a conscience que le plein air n'est pas responsable de tous ces foyers de grippe aviaire, que quand bien même il y a pu y avoir des introductions, et ça a encore été dit par le producteur du Sinalaf, en rappelant qu'effectivement, en fait, les introductions primaires, tous les ans, on l'a vu, c'est quelques doigts de la main. C'est vrai qu'on a souvent demandé, et ça a été plusieurs fois, et moi j'étais souvent avec Jean-Luc Guérin dans le sud-ouest, au contact des éleveurs, qui à chaque fois, je suis désolée de le dire, même publiquement, moi j'appelais un peu l'oiseau de mauvais augure, parce qu'à chaque fois qu'on me disait, il y a Jean-Luc Guérin qui vient à la Chambre d'agriculture du Gers nous faire un topo grippe aviaire, ça voulait dire que ça y est, on retombait tous en deuil, dans l'effondrement, de voir disparaître encore la moitié de nos producteurs. Nous, on a perdu la moitié de nos producteurs de plein air. La filière même, label plus structurée, elle a perdu aussi une grande partie de son activité. Même si l'État fait ce qu'il fallait au niveau des indemnisations, ça n'a jamais pu compenser. Et puis, c'est la confiance dans l'avenir. Quand on met en place une production de plein air, que c'est notre vie, parce que c'est un projet aussi professionnel, un projet de vie, c'est pas pour que demain tout s'arrête parce qu'il y a un foyer, que la réglementation nous dit c'est fini, on repart tout à la case
à la case zéro, on remet en question tout notre modèle de production pour lequel, et on l'a souvent dit, c'est pour ça que l'administration a été parfois surpris de notre détermination à nous de producteurs. On a toujours dit que nous, on a choisi le modèle plein air. Sinon, on aurait fait un bâtiment standard. Et bien moi, j'ai toujours dit à mon préfet, c'est pas compliqué, si vous voulez enfermer mes volailles, demain, je vous amène à la préfecture, mais moi, je n'enfermerai jamais mes volailles, quoi qu'il arrive. Et ça a toujours été comme ça. Et ça a été très dur parce que, oui, on n'était pas responsable. On ne pouvait pas passer pour être le coupable idéal. Donc là, on a passé cette phase. Ça a été compris, je crois, de tout le monde. Le SINALAF va dans notre sens et du coup, ça augmente aussi ce volume de labels. La bio est avec nous aussi sur tout cet accès au plein air qui fait le modèle même, la base même d'une forme d'élevage bien identifiée, bien différente du modèle standard. Et si on ne veut plus se friter au modèle standard, on veut avoir le droit d'exister, de vivre, d'installer des jeunes demain. Et donc aujourd'hui, je vous demande, je crois un peu au nom de tous les professionnels qui sont là, comment, suite à tout le travail qu'on a fait, toute la transparence, tout l'investissement qu'on a fait encore dans ce travail et la capacité aussi de notre réseau à avoir répondu à ce projet expérimental, est-ce qu'enfin on va avoir une évolution de la réglementation, soit au travers d'une instruction technique, soit, je ne sais pas, vous avez parlé d'une saisine de l'ANSES, mais à un moment, pour que les éleveurs plein air disent « c'est dans le marbre, je suis plein air, donc j'ai le droit d'être plein air, quoi qu'il arrive. » Voilà. Avec toute ma responsabilité. Voilà. Merci Sylvie. Je passe la parole à la DGL. Peu importe le micro. Merci. Oui, alors oui, non, mais j'entends bien vos inquiétudes et je les partage sur ce qui se passe en ce moment, soyez sûrs. Je voulais juste commencer par ce que vous avez dit et ce que j'entends depuis ce matin sur la stigmatisation. Je pense qu'il y a une incompréhension, c'est-à-dire que quand... alors moi, j'étais pas là au début de la crise influenza, quand on a commencé à enfermer les volailles contre leur gré, mais je pense que l'idée n'est pas de stigmatiser le plein air. On n'a pas pris des mesures de claustration de volailles ou de mise à l'abri des volailles parce que on pensait que vous étiez responsable de ces crises. Je pense que ça n'a jamais traversé l'esprit de personne. Je pense qu'il y a un aspect de protection de vos élevages où on se dit que il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui sont porteurs de la maladie, qui peuvent passer au-dessus de vos élevages. Et je pense que dans l'ensemble des paramètres qui ont préconisé cette claustration, cette mise à l'abri, c'était, il y avait, je dis pas qu'il y avait que ça, mais il y avait quand même cette partie de protéger vos élevages. Voilà. Après que ça ne vous convienne pas, je l'entends. Je l'entends tout à fait. Je ne suis pas dupe. Effectivement, vous voulez faire du plein air. Vos volailles sont adaptées, vos animaux sont adaptés pour être en plein air. Et effectivement, les rentrer dans des bâtiments, ça provoque du stress chez l'animal. Ce qu'on entend. Vraiment, ce sont des éléments qu'on entend, mais voilà, je tenais quand même à dire que on stigmatise pas le plein air. Voilà, je tenais à le préciser. Donc après, sur l'évolution de la réglementation, j'ai bien compris aussi une autre chose, c'est que je n'ai pas une typologie d'élevage plein air, c'est-à-dire que je vais difficilement pouvoir faire une réglementation pour chaque élevage. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus souple. Et cette expérimentation, elle a 12 recommandations, si mes souvenirs sont exacts, ou moi j'ai lâché les 2 dernières, je ne sais pas, mais il y a 12 recommandations qui effectivement, on va les étudier, on va certainement en prendre en compte certaines. Là tout de suite je ne saurais pas vous dire, le rapport il a été publié aujourd'hui, on va l'étudier. Comme disait Madame Gisclard, ça va pas être fait unilatéralement en descendant, et la filière plein air, les syndicats plein air, la Confédération paysanne, le MODEF seront pleinement associés à des groupes de travail pour
voir quelles modifications on peut apporter suite aux résultats de cette expérimentation et pour que vous soyez pleinement associés à cette évolution. C'est-à-dire que là, en fait, cette expérimentation, c'est le premier pas vers une modification et une évolution, mais qui prendra en compte vos spécificités dans leur globalité. Donc, j'ai peur que, vu les typologies de vos élevages, il y en ait quelques-uns qui se sentent toujours sur le bord de la route, et je voudrais pas que ça arrive, mais on essaiera d'avoir l'ensemble des participants pour pouvoir effectivement prendre en compte les résultats de cette expérimentation. On prendra pas tout, hein, je vais pas vous promettre qu'on va prendre les 12 recommandations telles que sans y réfléchir. On va les étudier, on travaillera ensemble sur ces 12 recommandations. Je pense que ce qui est important aussi, c'est ce que quelqu'un a dit dans la salle, je ne sais plus qui, sur j'ai la pleine connaissance de l'état sanitaire de mon élevage, c'est moi qui connais le mieux mon élevage. Et ça, c'est vrai. Vous êtes les seuls à connaître au mieux votre élevage. Après, là où je pense qu'il y a un élément qui peut être important, c'est peut-être il y a un enjeu de formation et d'accompagnement. Il y a un enjeu d'échange pratique entre vous aussi qui peut être important. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous le même élevage, mais vous avez tous, j'allais dire la même passion, enfin le même intérêt pour le plein air. Et je pense qu'échanger entre vous aussi sur vos pratiques, sur vous allez avoir un voisin qui a pas tout à fait le même élevage que vous, mais qui a mis en place une solution qui vous semble adaptée. Ça, les échanges de pratiques entre vous, c'est bien. Ça a été fait pendant l'expérimentation. Malheureusement, ça a été fait que dans 2 endroits, mais c'est quelque chose, je pense, d'important, et ça peut vous aider à aller vers le même sens sur une évolution réglementaire que nous, on pourra prendre en compte derrière. Voilà. Et justement, cette expérimentation, ça a été un exemple de coopération. Je veux dire, les 140 éleveurs qui ont accepté de participer, vraiment, on les en remercie. Hein. Et 149, c'est ça ? Je ne sais plus. Allez, 150. Il y en avait plus de 200 qui voulaient le faire. Donc voilà, c'était des actions de coopération. Il y a un vrai enjeu, il y a un vrai besoin, et cette évolution réglementaire, elle va être faite. Voilà. En tout cas, les recommandations vont être prises en compte. Et il n'y a aucun... Enfin, voilà, ça fait partie de nos choses. Ce que je voulais dire, c'est que l'élevage plein air n'est pas stigmatisé. On a conscience que c'est un pilier. Je pense même qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de pays qui font de l'élevage plein air. J'allais dire, c'est peut-être même une spécificité française. Et en Espagne, voilà. Mais si on part plutôt vers les pays du Nord ou les pays de l'Est, c'est quelque chose qui se perd. Hein. On est vraiment sur les pays latins où on fait de l'élevage plein air, et c'est une spécificité qu'il faut qu'on garde. Et donc, effectivement, l'État prendra toute sa part pour vous aider à conserver cette spécificité. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Je voulais juste, effectivement, je vous remercie voilà, la porte est ouverte. Vous savez qu'on a travaillé en responsabilité aussi par rapport au projet, dans la transparence et la confiance, hein, ça c'est incontestable. Voilà, maintenant, comme on vous dit, le temps presse, il faut que les jeunes, vous parlez de formation, d'accompagnement. Mais oui, ceux qui s'installent, vous savez, on a la moitié des éleveurs qui vont partir à la retraite, hein, quasiment. Surtout le monde de l'élevage va être énormément touché par les départs à la retraite, et dans les filières volailles et porcs aussi plein air. Donc ça presse, on est en train d'essayer d'installer et d'accompagner des jeunes qui vont être les éleveurs de demain en plein air aussi. Donc il faut qu'on puisse leur proposer quelque chose. Et donc cette construction, sur notamment, je pense, un point essentiel qui est l'analyse de risque, et de mettre ce point-là comme étant quelque chose de fonctionnel. C'est-à-dire maintenant, cette analyse telle qu'elle a été travaillée, il faut qu'elle devienne un outil fonctionnel, que les DDPP de nos territoires, qui ont beaucoup apprécié le travail qu'on a fait, parce qu'on leur a présenté, certains ont visité des fermes dans l'expérimentation, donc ça a remis du lien, ça a remis de la confiance, de l'acceptabilité, comme on a dit tout à l'heure aussi, de la réglementation, de la prise de conscience qu'on était des vrais professionnels.
Et donc, je crois que là, maintenant, il y a des choses qu'il faut avancer, peut-être justement dans l'accompagnement des jeunes, très vite mettre en place ces grilles d'analyse de risque fonctionnelles pour que déjà elles puissent rentrer dans une instruction et qu'on parte sur des bonnes bases avec ceux qui vont reprendre nos élevages demain. Voilà, je pense que c'est l'espérance qu'on a le plus besoin. Et puis après, on espère aller plus loin pour continuer d'autres travaux de l'expérimentation. On est tout à fait d'accord. Eh ben, on va terminer là-dessus, je pense, avec un retard tout à fait raisonnable qui va vous permettre de prendre votre train ou de continuer de discuter puisque l'espace reste ouvert. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents. Les intervenants qui étaient à la table ronde là restent disponibles. On fait pas de temps de questions parce que voilà, ça rallongerait un peu l'ordre du jour qui était déjà bien chargé. Mais voilà, s'il y a des questions pour les intervenants, n'hésitez pas. Et pour la presse, il peut y avoir aussi voilà, des demandes d'interview ou voilà, avec les intervenants qui étaient présents là à cette table ronde. Merci beaucoup. Un grand merci à Juliette, à Fabien et à toute l'équipe salariée aussi qui a apporté 3 ans de boulot. Merci à tous.